musée, c'est arrivé déjà en 94. Et après, ça, je travaillais déjà, c'était une idée comme ça, et ça n'a pas abouti pour diverses raisons. Et du coup, on a laissé ça sur le côté. Et après, quand j'ai ouvert la phonogalerie, ça c'est en 2004, et tout de suite, c'est pour la première fois où j'étais confronté vraiment aux questions répétitives, récurrentes, permanentes, etc. Tout ça. Les gens qui rentrent, juste pour se balader, se promener, disent « Ah, mais comment ça marche ça ? Et c'est quoi ça ? Et c'est quoi ?» Voilà, c'est amusant. Et je dis « Tiens, c'est intéressant d'avoir un lieu qui explique, parce qu'il y a vraiment une demande, une curiosité très intéressante. » On a le meuble de musique de Maurice Chevalier, qu'il avait chez lui, qu'il a fait commander spécialement dans les début des années 60, où il y a le magnéto à bande, tous les médias, c'est-à-dire de l'époque, magnéto à bande, platine, radio, ampli, et plus l'ensemble, c'est-à-dire le meuble, pour ranger les disques, les 45 tours, 33 tours et les bandes magnétiques. Le meuble que Mireille a connu chez Maurice Chevalier. Et nous, on est allés le dimanche avec mes sœurs et mes parents. Et il avait une grande armoire en bois sculpté, qui était archi pleine de 78 tours. Alors il en mettait au hasard qu'il avait envie d'écouter et on partageait ça avec lui. Et puis il avait aussi des tas de disques qu'on lui avait envoyés pour se faire connaître et tout ça. Et donc qui testait avec nous. Et c'était voilà. Et de revoir l'appareil et tout, quand même, ça fait quelque chose. Ça touche l'émotion et c'est des trucs extraordinaires. Alors il y a l'appareil, il y a le quartier, parce que rue Bouchard de Saron, mon grand-père a habité là. Et même mes parents, pendant une courte période avant de déménager dans le 18e, ils habitaient là à côté. Donc, à 2 pas. À 2 pas. C'est vraiment à l'angle de rue. Quand Jalal m'a parlé, parce que quand il a acquis ce meuble à Drouot en décembre 2013, quand il m'en a parlé, j'en ai parlé à maman, parce qu'il a parlé seulement du projet du musée. Et quand j'en ai parlé à maman, qui était âgée, elle est décédée 6 mois plus tard. Donc, et elle n'avait pas pu venir à Drouot et tout ça, elle en était très triste. Mais elle m'a fait un petit mot, parce que pour les objets que j'avais récupérés à Drouot et qu'elle était contente qu'on ait récupérés au niveau de la famille. Et elle m'avait dit, il faut que je retrouve le petit mot qu'elle m'a envoyé. Je vais le montrer à Jalal. Et elle me met, quelle merveilleuse nouvelle que le boulevard Rochechouart. Donc vous êtes la nièce de Maurice Chevalier ? La petite nièce. C'est mon papa qui était son neveu. Et ce qui est intéressant qu'on voit là, par rapport... Et alors tout était répertorié dedans. Il y avait tout un... Voilà, c'est amusant parce que c'est le tiroir 19. Le disque, il a l'étiquette 19. Et beaucoup de disques avaient des dédicaces. Des dédicaces derrière. Ouais. Voilà, à Maurice Chevalier, quand oui, on est jeune, c'est pour pas toujours. Que le meuble a été vendu, il y a eu les disques. Les disques, oui. Ah oui, c'est inséparable. Donc. Ah ouais. Là, l'intérêt d'un moteur à ressort, il y a les 2 barillet. Les ressorts, ça c'est le régulateur, ce qui permet d'avoir une vitesse constante. Oups. Alors, ce qui est délicat, c'est 2 têtes de lecture sur le même sillon. Et il faut les positionner quasiment à l'oreille, finalement. Alors, ce qui est amusant avec ce disque-là, il démarre du centre. Tous les disques, ils démarrent de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce disque-là, il démarre du centre vers l'extérieur. My name's David, and I'm from Melbourne, Australia. And a friend and I were walking through Paris one drizzly afternoon, and we saw
this wonderful repository through the window here and thought we'd take a look. And it was one of the more delightful afternoons I have spent in my life. Anyone with even a passing interest in the history of sound, in the history of ideas, must come here. This is an incredible repository of human invention. It's a wonderful, wonderful place, and I'm so happy to be here. And I'm very glad we did. It's one of the more incredible collections of history that I've ever seen, and it's the only place that I've ever been to that is so accessible to the public, where you can touch, you can listen. Everything's on display right in front of your very eyes. At the Phono Museum, Paris. Absolutely. Thank you. And thank you for your hospitality. You're welcome. Pleasure. Sur les pas de l'une des inventions majeures du 19e siècle, la machine parlante. Dans ce musée parisien flambant neuf, tout un éventail de phonos et d'appareils totalement incroyables, magiquement restaurés et en état de fonctionnement, il va sans dire. L'aventure commence en pleine Troisième République. Là, on est devant l'appareil à feuille d'étain. C'est la partie expérimentale de 1878. Et là, on va faire l'expérience d'enregistrer sur une feuille d'étain, ce qu'il y a eu avant le cylindre. Et là, pour montrer qu'on est en 2016. Télé maintenant, ça fait du bien! Il fallait parler vraiment très fort pour faire vibrer la pointe amplifiée par la membrane. Là, on va entendre ce que je viens d'enregistrer. C'est totalement fou. Depuis cette invention, évidemment, le phono s'est perfectionné, amélioré, colorisé. Le pavillon, d'abord en forme de trompette, puis ensuite de fleurs, fournissait un son inimitable. Fontanophone, graphophone, phonographe ou encore gramophone, chaque marque y est allée de sa dénomination. Écoutez ce phono. Comme il n'y avait pas de bouton volume, on faisait varier le son en ouvrant ou refermant la porte. Et ce modèle-là, c'est mon préféré. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est simplement cette feuille de papier pliée qui, en vibrant, amplifie le son. Une feuille de papier en guise de haut-parleur, trop fort. En tant que passionné, ce que j'adore, c'est le disque de 1900 sur l'appareil de 1900 et le disque des années 50 sur l'appareil des années 50, parce qu'on a la restitution exacte de ce qu'il a été prévu. C'est-à-dire même on écoute des disques des années 60 sur un électrovent des années 60 et il y a une espèce de déco parce que c'était différemment enregistré. Et c'est très agréable parce qu'aujourd'hui on dit « Ah, c'est dommage, on peut améliorer ». Non, c'était le son de l'époque. Oh, Joshua fit the band around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the band around Jericho, and the walls came tumbling down. God knows that Si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. I'm sure you knew when I bit off much more than I could chew. Ce musée, où les appareils ne sont pas enfermés dans des vitrines, mais testés et expliqués devant vous, est une petite merveille. Des modèles les plus insolites aux disques vinyles que nous sommes beaucoup à avoir connus, ce musée vous plongera avec beaucoup de nostalgie dans l'aventure passionnante du son et de ses meilleurs ambassadeurs. Pour la première fois, les gens pouvaient entendre quelqu'un et ne pas le voir. Et c'était pour l'époque de la magie ou de la sorcellerie. Dans sa phonogalerie, comme il la nomme, Jalal possède des milliers de phonographes. Pour la plupart de ces petites horlogeries, une restauration s'impose. Ce qui est important, c'est le régulateur, parce que ce qui régule la vitesse. Et des fois, on entend un moteur, on dit tiens, il a un problème, parce que ce bruit-là, il n'est pas parfait comme il devrait être.
Et sans cette petite galette noire, bien sûr, les pavillons resteraient muets. Le 78 tours. He made it for me so that we could demonstrate it today. And this was the very first. This is the very first model of phonautograph. The first machine that took sound out of the air and inscribed it in a permanent form. That was a major invention in 1857. Before that time, sound had been fugitive, fleeting. Ephemeral. I speak, the echo, and then nothing. Here you speak, it writes it down. Not only that, sound was invisible. Here, it turns it into a visible tracing on the stratum, on the writing surface. And so that was a marvelous invention in 1857 because it made the invisible visible, and it made what was fleeting fast or permanent. It was used. This instrument quickly evolved into that instrument over there, which did the same thing but on a rotating drum. This, as you can see, only records this much. The rotating drum records 10, 15 seconds at a time. And so this was only in use for a very short period of time. That became the standard of the phonautograph in the 1860s and the 1870s, all the way up until the time Edison invented the phonograph, which not only recorded sound, but played it back. So it's a great honor and privilege to be here today. It was the work of my colleagues and myself who rediscovered, I should say, the work of Edward Leon Scott de Martinville. Here at the Society, they have a huge dossier that was prepared by Scott and Lisa Zhu, which Professor can tell you about here. And so we rediscovered these, and there are also recordings in the Academy of Sciences, the Institute of France, and the Patent Office. Altogether 50 recordings. And many of them we have played them back. We have read them by ear, not just by eye, but we've read them by ear. And we can listen to them. And this is why we are celebrating this weekend and this week at the Society, because UNESCO has recognized these recordings as humanity's first recordings of its own voice. And it has placed them on the Memory of the World Register, which is a great international honor. It raises the patrimony of France to the patrimony of all mankind. And they will recognize the achievement of Edward Leon Scott de Martinville and the French people at this ceremony on Monday. It's a huge honor. We have met a long time ago. We're very good friends now. And Mr. de Martinville. Mr. Scott. So. David is a great friend. A very nice person and a very nice character, and like him, he deserves all our respect for his tremendous job in helping this phonautograph to become well known again. En 2008, lorsque David a fait sa communication dans le New York Times, quand il venait de lire Au clair de la lune, moi j'ai été interviewé à la BBC et on m'a posé cette même question, est-ce que vous aviez des phonautographes? Et on en avait un dans la famille et il venait de nous être volé. Et donc j'en ai profité pour lancer un appel mondial à travers la BBC. Et je dois dire qu'aujourd'hui, 8 ans après, personne ne s'est manifesté. Une réverbération artificielle. Oui. C'est-à-dire qu'on a effectivement deux lectures, engagées les deux pointes sur les mêmes spires du sillon, oui. Et on aura une lecture qui précède l'autre d'un quantième de seconde. Ah oui. Alors, ce qu'on fait à Société d'encouragement, c'est qu'on fait ce qu'on a toujours fait depuis 1801, encourager les entrepreneurs et les inventeurs, transmettre les technologies, et puis, depuis quelque temps aussi, préserver la mémoire du patrimoine industriel et technique. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on va le faire tous les ans. L'année dernière, c'était Louis Lumière avec
avec l'invention du cinéma, les 120 ans de l'invention du cinéma. Et c'était un grand moment parce que c'est là qu'a eu lieu la première représentation cinématographique. Et là, d'ailleurs, il y a presque un parallèle entre les deux parce que, comme vous le savez, peut-être, Edison avait commencé à inventer un matériel qui s'appelait le kinétoscope, mais il n'avait pas inventé la projection. Voilà. Et les frères Lumière ont inventé la projection. Et dans ce cas précis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est Scott de Martaville qui a commencé à travailler sur le sujet de l'enregistrement du son, et puis 20 ans plus tard, c'est Edison qui l'a industrialisé. Comme quoi, entre les États-Unis et la France, de temps en temps on gagne, de temps en temps... voilà. Entre Scott et Edison, il y a eu Crowe aussi. Oui, il y a eu Crowe. Non, mais, voilà, mais on parle de l'industriel et puis de celui qui a commencé à inventer. Voilà. Donc on fait ça. Ce qui est intéressant par rapport à l'expo d'aujourd'hui, c'est à la salle Chaptal. Et historiquement, ce qu'on vient m'expliquer, que c'était la salle des machines, la salle pour présenter les machines. Le fait est que cette salle a été créée pour présenter les machines. Les premiers métiers à tisser ont été présentés ici. Donc on revisite le passé, et pour ça qu'on a la chance d'avoir des historiens qui travaillent en permanence ici, dans l'ombre, et maintenant on essaie de les mettre en lumière. Alors comme il était horloger, c'est le principe, voilà, tout ce qui est mouvement en horlogerie, un cliquet anti-retour, un régulateur à ailette. Là, on est 1898. Et l'enregistrement doit être de 96. C'est une machine qui a perduré de 96 à 98. Pour Lioré, il a commencé avec la poupée. Première commande. Elle est identifiée d'abord ? Non. Ça, malheureusement, il n'y avait pas. Parce que déjà, à cette époque-là, que je vois même chez Pathé, les premiers enregistrements, c'était anonyme. Parce que les gens connus, ils ne voulaient pas enregistrer. Alors quand c'était quelqu'un de connu, c'était identifié. C'était noté, parce que c'est commercial. Voilà. C'est un enregistrement direct, mais c'est archi préparé. C'est archi préparé du point de vue de l'orchestration seulement. Oui, papa. Tiens, écoute. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai pas de feu, ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Ah, tu me répètes ça comme il faut, tu auras 50 centimes. Oui, papa. Alors commence. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ben, il est 50 centimes. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot, prête-moi mes 50 centimes. Non, prête-moi ta plume. Alors, il faut hurler, quoi. Il faut un papier avec une embrasser la... En fait, il faut y baiser le fondement. Quoi. Si tu veux souscrire. De façon, comment on l'a dit, grand public.
vibrates. And This is diary. in a telephone, the vibration modulates the electricity and sends a signal to the receiver. That was in 1870. In 1877, Edison is trying to improve upon the telephone receiver. And he's playing with one and he feels and so he pulls a piece of paper underneath it and sees it makes marks. And so from there, he comes up with the idea of recording onto a piece of paper. And then when he played the piece of paper back, he said, hello, he goes, oh, like that. This was the first one, recorded on a flat plate. That's the second one, recorded on a On va enduire la feuille de noir de fumée. C'est-à-dire il faut mettre un réceptacle en dessous de membrane avec de l'essence et une mèche et pour déposer ce fameux noir de fumée sur lequel ça veut dire sur lequel il y aura l'enregistrement. Dans l'expérience. Oui, c'est génial parce que en fait, il ne savait pas du tout comment préparer ses papiers au noir de fumée. Quand il parle de noir de fumée, là, qu'est-ce que ça veut dire noir de fumée au 19e siècle? Quelle fumée, de quoi? Quel papier? Alors, on va voir ce que nos spécialistes ont imaginé. On n'a En rien tout cas, c'est préparé. très intéressant. On essaye de reproduire la première expérience d'un enregistrement sonore. Et pour ce faire, il faut d'abord enduire une feuille de papier, la recouvrir de noir de fumée. Quoi de mieux qu'un tissu mouillé par l'essence de térébenthine pour faire du noir de fumée? Il y a sûrement mieux. Il y a sûrement mieux, mais en fait, Édouard Léon, il ne nous a pas laissé la recette. Hein. Non. Tourne. Dans le sens. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est très très émouvant de revoir ça en direct et en préparation d'une démonstration qui va avoir lieu dans les locaux même où le phonotographe a été présenté au public pour la première fois. C'est tout à fait impressionnant. Et qui fait osciller le et qui fait osciller une deuxième membrane, parce qu'il y a une espèce de chambre de stabilisation phonique, de façon à ce que les sons ne se réverbèrent pas dans tous les sens, mais ils sont réémis par une membrane première ici, et une seconde membrane qui va entraîner un stylet, et le stylet va donner les oscillations sur la plaque qui est enduite de noir de fumée. Alors, au moment où on va parler, on appuie sur le bouton, la plaque est entraînée par le contrepoids, et on a les oscillations correspondant à ce qu'on a crié dans le haut-parleur, dans ce pavillon. Voilà. Ça, c'est le premier système d'enregistrement. Mais très vite, Scott de Martinville invente un deuxième système où on parle devant cette partie qui sert toujours de réceptacle au son, qui a une membrane, un stylet, et qui va inscrire sur le cylindre, enduit de noir de fumée, où il y a un papier enduit de noir de fumée, et le cylindre avance, se déplace latéralement, donc on a un enregistrement beaucoup plus long. On peut faire plusieurs minutes d'enregistrement que l'on va trouver sur les phonotogrammes qui sont conservés à la Société
ici à la Société d'encouragement pour l'industrie. Et c'est ces phonautogrammes longs, qui font à peu près 70 cm de long, qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors l'idée des deux pavillons, pour avoir plus de volume dans la pièce, c'était pour les dancing. Et c'était recommandé qu'ils soient en 3/4 de pièce et de laisser de l'espace derrière pour que les gens qui dansaient, qui souhaitaient converser pendant la danse, ils se mettaient derrière la machine. Et son volume sonore différent. Et comment tu sais que tu le mets au bon endroit? Alors c'est en son, en le posant, voilà, il y a la partie lisse, oui. Et après on va dire tiens, ça accroche sur le premier sillon. Voilà. Là on débloque le frein. Ouais, ce geste-là, ça date pas d'aujourd'hui, hein. La particularité aussi, c'est une gravure verticale, contrairement au vinyle, au disque classique, qui est la gravure est latérale. Et aussi la vitesse. Là, il tourne à 90 tours minute. Plus c'est rapide, plus le son est amplifié. Il y a eu des disques que le 50 cm qu'on voit au coin du mur, là, ça tournait à 120 tours minute. Et toujours pour la même durée, de 3 minutes. Perfect. Alors, je vais passer parmi vous. C'est bon? Il nous reste celle-là. Ah, vous venez de reconstituer la première prise de son de l'histoire. Now we shall show the results of this experiment. Là, vous allez voir l'oscillation, l'empreinte. Recording that we just made. La ligne supérieure, ce qu'il vient d'enregistrer. And I will walk around the room and everybody can see. This was the first time that sound, which evaporates with the echo, was made permanent. C'est pour la première fois qu'on a réussi à capturer le son sur un support physique. So this was a great scientific breakthrough. Et ça a été toute cette expérimentation par Édouard Léon de Martinville en 1857. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est visible, mais à peine. Et en tant que musicien, fan de musique et grand admirateur de ces engins incroyables qui sont tout autour de nous, voilà, je trouvais que c'était important qu'un endroit comme ça existe, surtout dans ce quartier, qui est un quartier qui historiquement est un quartier d'artistes, de musiciens. Donc voilà, donc je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très important, très intéressant. Les pièces qui sont entreposées ici sont des pièces de collection qui n'ont aucun prix, qui sont certains exemplaires uniques. Et c'est vraiment génial qu'ils soient mis à la disposition des yeux du public, des Parisiens et évidemment aussi des gens de passage dans le quartier. Et Dieu sait s'il y en a. Le Phonomuséum, au bon temps de l'exotisme colonialiste et de la fée électricité, au bon temps de la voix de son maître,
des actualités cinématographiques, des 78 tours qui déformaient les voix, les rayaient, les érodaient, de la radiodiffusion française et du brouillage de son. Le Phono Museum. Assis au pied de la courtisane, voici ce qu'elle lui dit. Je te contemple, Enkidu, tu es comme un dieu. Pourquoi erres-tu avec les bêtes sauvages? Viens, je vais t'emmener dans Uruk, au temple merveilleux séjour d'Anu et d'Ishtar, là où demeure Gilgamesh parfait en force, et où, comme un buffle, il se croit le plus fort. Les dieux Anu, Enlil et Ea l'ont largement doté de beauté et d'intelligence. Avant même que tu sois venu du fond de la steppe, Gilgamesh, dans Uruk, voyait des rêves à ton sujet. Tu te moques, tu te moques, tu te moques de moi. Tu crois donc, petite sotte, que je ne le vois pas. Tu dis que les garçons sont bêtes, mais trop souvent je te vois avec le gars qui a des bouclettes et aussi une jolie voix. Vous partez toujours ensemble, tu prétends que c'est pour l'écouter, te chanter de jolies romances, mais je commence à me méfier. Tu te moques, tu te moques, tu te moques de moi. Tu crois donc, petite sotte, que je ne le vois pas. Can you take this out or in your shirt? Because it shouldn't be,
mais c'est ça le but, les choses qu'on fait ici. Il y a de tout. Ce qui est important, que ce soit de qualité, voilà. Après, il y en a pour tous les goûts. Il ne faut pas rester sur un seul créneau pour dire ça et ça. Non, c'est pas bon. C'est ça l'avantage de la musique. La musique, quand c'est enregistré, on met ce qu'on veut, il n'y a pas d'imposition. Ouais, c'est une belle façon de faire revivre ces instruments, parce qu'elle sert encore. Ils utilisent les appareils pour leur diffusion, ils utilisent les disques, ils les posent sur les appareils, c'est des appareils qui font cher. Après, ils ont leur ordinateur, et c'est ça ce qui est intéressant. C'est la combinaison des deux technologies. Non, ils ont fait le buzz, ils ont publié la liste des disques qu'ils allaient être archivés. Du coup, plein de gens curieux, tiens, on va les écouter, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils ont sélectionné. Et même, justement, c'est là où on a trouvé un courrier du directeur de l'époque, Clark, et qui disait c'est le mot gramophone qui a été prononcé dans l'héros du Workshop, et plus qu'on n'a jamais payé depuis l'existence de la marque. La meilleure compagnie. D'une longue aventure qui a duré plusieurs années autour des usines Pathé Marconi à Chatou. Et le livre en fait se décompose en 3 parties. La première partie effectivement est sur une histoire du son enregistré, de ses débuts à aujourd'hui, au fichier numérique et toutes les problématiques liées au téléchargement en ligne. La deuxième partie effectivement revient sur l'épopée des frères Pathé, comment 2 frères et principalement Charles Pathé, fils de charcutier de la région parisienne, s'est lancé dans cette aventure du phonographe mais bien sûr aussi du cinématographe. Et puis la dernière partie qui est très importante, évidemment, c'est un siècle de présence industrielle à Chatou, de 1894 à 1992. Donc des milliers de personnes qui ont travaillé, des générations, je dirais, de personnes qui ont participé à l'activité autour de la production du disque à Chatou, énormément d'inventeurs autour du son enregistré, des gens qui sont restés dans l'histoire et d'autres inconnus. Et puis effectivement la problématique très forte et qui me meut encore ce soir, celle de la destruction de ces usines et avec cette destruction, l'effacement d'une mémoire dans cette petite ville qu'est Chatou. Un choix politique qui a été fait aussi par les élus de Chatou, de gommer vraiment totalement, je dirais, l'identité de cette ville qui était encore appelée dans les années 50 la capitale du disque. Donc mon livre en fait est aussi à une volonté de redonner la mémoire à tous ces gens, tous ces protagonistes de la fantastique histoire du son enregistré. Voilà. Et vous pensez qu'il est important de garder cette mémoire? Oui, tout à fait. C'est très très important pour pouvoir transmettre aux générations qui viennent, pour pouvoir garder la trace du passé. Vous savez, aujourd'hui, des jeunes utilisent bien sûr les smartphones, les MP3, mais en fait ne savent pas, je dirais, comment tout a commencé, comment cette aventure du son enregistré a commencé et quelle pouvait être, je dirais, la relation des gens à la technique à l'époque. On connaissait au théâtre, hein, c'est une aparté. Et là, il va en faire un genre en soi. Et ce monologue qui va devenir, à notre époque, et le voici également en train de planter d'un clou pour y attacher son harançon. Voilà, voici Coquelin-Galland.
Tu me chavires, tu m'attires, je te veux. Tu me chamboules, je m'enroule, y a pas mieux. Tu m'emballes, je me déballe sous tes doigts. Je frissonne, je m'abandonne dans tes bras. Tu me renverses, tu m'inverses, c'est géant. Tu m'implores, tu m'explores, c'est gênant. Tu m'allumes, je me consume, je suis dans tous mes états. L'effet que ça me fait, ces jeux-là. L'amour ça va, l'amour ça vient. Chaque fois que ça repart, bah ça revient. Ça fait du mal, ça fait du bien. C'est animal, mais c'est bien. Tu m'épates, tu m'éclates, c'est bien toi. Tu m'inspires, je transpire, je suis plus moi. Tu m'impliques, tu m'expliques, je comprends. Tu compliques, je panique, tu reprends. Je te supplie, je me déplie, tu te déploies. Tu m'imploses, tu m'exploses, quel exploit. Je m'applique, tu m'appliques, tout le Kama Sutra. Tu m'honores, je m'endors, tu remets ça. L'amour ça va, l'amour ça vient. Chaque fois que ça repart, ça revient. Ça fait du mal, ça fait du bien. C'est animal, mais c'est bien. Tu inventes, tu te vantes, j'en ai marre. J'overdose, c'est morose le plus mal. Tu insistes, je me désiste, j'ai tout vu. Tu m'ennuies, tu me nuis, je te salue. T'es parti, je pâlis, t'es pas là. Je t'aime encore, je veux ton corps, reprends-moi. Je suis toute nue, t'es revenu, t'es tout nu, j'en reviens pas. Je rêvais de sauter un repas. Je suis toute nue, t'es revenu, t'es tout nu, j'en reviens pas. L'effet que ça fait, ces jeux-là. L'effet que ça me fait. L'effet que ça me fait, ces jeux-là. Elle soignait ses asphodèles et son vieux mari gâteux, en souriant malgré elle d'un petit air mystérieux. Tous les hommes étaient fous d'elle, de ses gestes gracieux, car on entendait la belle crier « Mon Dieu, chaque nuit sous la tonnelle, tandis que dormait le vieux. Comment s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air? Mais comment s'envoyer en l'air sans commettre l'adultère que d'un péché mortel rangé sous la tonnelle? Un outil des plus précieux pour soigner ses asphodèles et jouer à d'autres jeux. Un bel outil dont le manche était si doux touché de ce dont la vue déclenche parfois d'étranges idées, et du dimanche au dimanche, tandis que le vieux dormait, elle aimait s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air. Elle aimait s'envoyer en l'air sans commettre l'adultère que d'un péché mortel, soigner ses asphodèles et son vieux mari gâteux, en souriant malgré elle d'un petit air mystérieux. Souvent je repense à elle et je vous l'avoue ici, moi qui suis tendre et fidèle aux deux amours de ma vie.
modèle. Au cas où, mais oui, s'envoyer en l'air et monter au ciel sans en avoir l'air. Mais comment s'envoyer en l'air sans être là du père qui est pas péché mortel? J'ai laissé sa et son vieux mari gâteux. Marie Poulben. C'est précis. Voilà, on ne parle plus comme ça. Répand dans le monde entier les accents des voix les plus célèbres de l'opéra comique et des grands concerts. C'est un fait bien connu que Pathé s'assure, par contrat, la collaboration de tous les artistes dont les débuts font présager une carrière brillante. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu.